quand j'étais petite, j'ai gardé un secret pendant des années. Un jour, j'ai avoué à une amie, chaque soir, je me sers de l'escalier comme rampe de lancement. Je passe à travers la porte, puis je vole au-dessus de la maison, au-dessus du parc, de toute la ville. Elle m'a répondu, « Ben oui, franchement, tout le monde fait ça, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. » J'étais un peu désenchantée, mais aujourd'hui encore, je reste fascinée devant la puissance des secrets parce qu'ils peuvent autant anéantir que sauver une vie. Mais mon genre de secret préféré, c'est l'amour gardé secret. Parce que des fois, dans ce temps-là, le cœur se gonfle d'amour jusqu'à l'explosion. Maryse, dans notre épisode sur le secret, tu signes la mise en scène d'un extrait de Des souris et des hommes de John Steinbeck. C'est une traduction de Jean-Philippe Lehoux. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette œuvre-là? Pour moi, c'est un auteur qui est complètement bouleversant. Il met en scène souvent des personnages un peu démunis. Il y a un mélange dans cette scène-là de tragique et en même temps, pour moi, d'infinie tendresse. C'est un mélange que j'aime au théâtre en général. Quelque chose de très humain parce que ça met en scène Lenny, qui est un personnage avec une légère déficience intellectuelle, puis la femme de Curly, parce que Steinbeck l'a vraiment appelée la femme de Curly. Mais oui, mais Jean-Philippe Lehoux lui a donné un nom, c'est May. Puis moi, je lui ai donné une personnalité. Mais elle est déjà là, mais je trouvais ça intéressant aussi de la mettre en lumière. C'est un personnage qu'on voit peu dans la pièce, mais dans cette scène-là, elle est très, très, très présente. Puis c'est cette rencontre-là entre deux mal-aimés de l'époque, si on veut, puis qui se retrouvent dans une grange et ils partagent un secret. Lenny, lui, rêve de partir habiter dans une ferme avec son ami Georges, puis de plus être dépendant de personne, puis mener sa vie. Puis May, elle vient de décider qu'elle allait fuir la ferme, fuir son mari qu'on soupçonne d'être un peu violent, même un peu beaucoup. Et c'est une fille, pour moi, jeune, rebelle. Ils sont tous les deux épris de liberté. C'est très américain dans ce sens-là. Oui, puis elle est portée par le rêve d'une vie meilleure. Puis ce que je trouvais beau, c'est cette espèce de lien-là qui se crée dans cette scène-là entre deux personnages qu'on soupçonnerait pas qu'ils pourraient créer un lien. Là. J'ai l'impression que dans ton œuvre, parce que tu mets en scène beaucoup de pièces, tu as mis en scène les Ploufs ici, tu cherches ce degré-là de poésie. Donc, il y a le réalisme. Où est la poésie? Il me semble que c'est une question que tu as l'air de te poser comme metteur en scène parce que le résultat va toujours dans ce sens-là. Bien, c'est ce qui m'intéresse au théâtre. Puis c'est pour ça que je fais du théâtre aussi, parce que c'est toujours ce qui est la réalité, puis ce qui nous amène aussi à juste se surélever un peu du plancher des vaches. Qu'est-ce qui nous porte? Puis c'est ce que je cherche dans ma vie et au théâtre. Elisabeth, on montre un extrait de Des souris et des hommes de John Steinbeck. Pourquoi c'est un classique? John Steinbeck, c'est un des grands romanciers, un géant de la littérature américaine qui a été primé d'abord par la critique. C'est un prix Pulitzer, c'est un prix Nobel de la littérature, mais qui a aussi été lu par des nombres effarants de personnes qui l'ont aimé à l'école et qui l'ont redécouvert plus tard aussi. Ça a été publié en 1937. Oui, publié en 1937, juste après la Grande Dépression de 1929, qui a eu un impact sur l'écriture de Steinbeck. Il faut comprendre que John Steinbeck fait partie d'une génération d'auteurs qu'on a appelée la Lost Generation. Et ce sont des auteurs qui sont allés fouiller dans les thématiques de la grande désillusion du retour de la Première Guerre mondiale. Donc, ils ont des thématiques communes. Tous les romans de John Steinbeck qui ont été écrits dans les années 30 parlent de cette désillusion-là. Et il en parle de différentes manières en présentant une Amérique qui est en porte-à-faux par rapport au rêve américain. Dans cette œuvre-là, c'est-à-dire, il me semble que Georges et Lenny, on s'y attache, on s'identifie à eux, c'est comme si on les connaissait, ouais. C'est des personnages d'hommes qui ont la vie très, très dure. Une des thématiques de John Steinbeck, c'est la masculinité vulnérable. Il y a beaucoup de ces personnages qui sont des hommes forts, qui font des travaux extrêmement durs, mais qui, à l'intérieur, sont très fragiles et portent des failles. Donc, on ne s'identifie pas nécessairement à un personnage comme Lenny Small, qui est un être
hors du commun. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va lui porter une grande affection. Et ils ont des rêves, mais ils ont aussi des secrets. Ou c'est la même chose? Je te dirais qu'il y a toutes sortes de secrets dans Des souris et des hommes. D'abord, il y a le secret qui est sombre, celui que Lenny porte et transporte avec lui, celui que George essaie de cacher, à savoir cette maladresse de Lenny qui fait qu'il brise les choses, qu'il tue les souris, puis les chiens, puis éventuellement les êtres humains autour de lui. Donc, ce secret-là est un secret très sombre qu'il faut cacher. Qu'il broie ce qu'il aime, dans Oui, le fond. exactement. Okay. Et il le fait, en fait, par trop plein d'amour et par maladresse, pas parce que c'est un être profondément méchant, il n'a pas en lui une once de méchanceté. Donc ça, c'est un des secrets. Oui, c'est le secret sombre. Mais il y a le secret lumineux, qui est le jardin d'Éden, que George et Lenny partagent, ce qui fait qu'ils restent ensemble, qu'ils sont soudés, ce qui les amène à continuer, en fait, à porter cette dureté de la vie au quotidien, parce que au bout de leur chemin, lorsqu'ils vont avoir assez d'argent, lorsqu'ils vont l'avoir décidé, ils vont se retirer de la vie dure qu'ils vivent pour se retrouver dans un petit coin de paradis où ils sont libres, autonomes. Et ça, c'est le secret qu'ils partagent. Et c'est ça, en fait, le rêve américain. C'est tragique. Oh, c'est une tragédie, Des souris et des hommes. C'est pas qu'un simple drame. Au sens théâtral du terme, la tragédie, c'est lorsque les dés sont jetés déjà quand la pièce commence. Quand la pièce Des souris et des hommes commence, on sait qu'il s'est passé quelque chose de tragique et on sait que ça va se reproduire. Alors, la fin est un petit peu écrite dans le ciel. Quand j'aime quelqu'un intensément, je ne dis son nom à personne. J'ai appris à aimer le secret. Il me semble que c'est la seule chose qui puisse nous faire la vie moderne, mystérieuse ou merveilleuse. La plus commune des choses nous paraît exquise si quelqu'un nous la cache. Catherine Ève, quand tu as su qu'on allait monter un extrait de Des souris et des hommes, tu as dit « Ah, je sais de quoi je veux parler. » Oui, cette œuvre-là, un chef-d'œuvre de Rebecca d'Outremer, qui est une artiste française, mais éditée ici à Québec, chez Alto. C'est le même texte, dans le fond, de Steinbeck, qui est Des souris et des hommes, mais réadapté, interprété visuellement par cette artiste-là, qui a d'abord été une photographe, mais qu'on a connue ensuite comme illustratrice jeunesse, qui s'est vite, dans son parcours, intéressée à des grandes œuvres, Cyrano de Bergerac, Soi d'Alessandro Baricco, et maintenant Des souris et des hommes. Et c'est fantastique. Ça a l'air extraordinaire parce que c'est une histoire qu'on connaît, parce qu'on était obligé de la lire ou qu'on l'a vue en téléthéâtre ou peu importe, mais on dirait que là, le récit est une maison puis elle nous ouvre d'autres portes, beaucoup de liberté aussi. Beaucoup de liberté, puis je pense que pour elle, c'est comme une sorte de laboratoire. C'est un projet, là, elle s'est obligée à produire une planche par jour pendant 2 ans. Elle est sortie du style pour lequel on la connaît, pour son trait de dessin super fin, ses grandes gouaches. Et là, tout à coup, elle explore l'art un peu plus brut, des côtés un peu plus cartoon, elle fait des détournements d'affiches publicitaires des années 30. Moi, j'ai reconnu des clins d'œil Grant Wood, là, tu sais, la fameuse peinture avec la fourche, là, le couple. Donc, tu sais, cette espèce d'art américain des années, justement, 30, 40. On retrouve tout ça là-dedans. C'est quelqu'un qu'on sent qu'il porte tout un bagage visuel super fort, puis elle nous amène là-dedans sans trop qu'on s'en aperçoive, tu sais. Il y a plein de silences, il y a plein de façons de nous amener le texte. Il y a même le texte original en anglais par moment. Moi, j'avoue qu'au début, j'étais là, voyons, quel mélange de styles. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, j'embarque là-dedans, puis c'est comme un grand souffle. Puis c'est pour tout le monde, qu'on ait lu ou pas l'œuvre originale? En fait, ça m'a permis de retrouver cette œuvre-là que j'avais lue adolescente. Je l'ai lue dans un chalet, pas d'électricité, en pleine tempête, avec mes 2 enfants. Puis c'est un voyage, elle nous prend. On peut difficilement en sortir sans avoir lu l'œuvre complète. Je me suis engagée trop avant. Je vois que la raison cède à la violence. Puisque j'ai commencé de rompre le silence, madame, il faut poursuivre. Il faut vous informer d'un secret que mon cœur ne peut plus renfermer. Catherine Ève, tu veux nous présenter une artiste? Oui, on explore le secret
aujourd'hui. Puis ça m'a rappelé le travail de Diane Borsato, qui est une artiste en art visuel, une artiste de la performance. Puis elle fait de l'art furtif. Donc, elle sème comme ça des gestes artistiques dans le quotidien des gens. Puis, c'est souvent invisible. On ne sait pas que ça se passe, mais l'idée, c'est d'émerveiller un petit peu ce quotidien. Puis, veux-tu nous donner des exemples? Ça ressemble à quoi? Ben, par exemple, elle a fait ses broderies bandits. Donc, elle se promène dans les centres commerciaux, elle entre dans des boutiques, prend des vêtements, s'installe dans les salles d'essayage. Puis là, elle brode, live, des petites fleurs dans des endroits discrets, dans une poche, sous un col, par exemple. Puis là, elle remet ça sur les tablettes, puis elle part. Donc, ce genre de geste-là. Sinon, elle a distribué dans un autre projet 20 000 bulbes de personnages. Elle leur a demandé à ces gens-là, donc choisis au hasard, de les semer, de les planter chez des voisins, des amis, un petit peu partout dans les quartiers. Puis comme ça, 6 mois plus tard, au printemps, vous avez des personnages qui sortent. C'est beau! Oui, c'est comme des cadeaux c'est dans la vie, quand oui. même. C'est une artiste super établie. Ses œuvres font partie des grandes collections Musée national, ici, à Québec. Sinon, il y a des monographies. Elle a un site web super étoffé. Vous pouvez aller vous amuser à voir tout ce qu'elle fait parce que vraiment, c'est assez étonnant, là. C'est une pratique rare. Puis, on est chanceux, elle vient d'ici. Ce serait honteux. Ce secret qui est ma joie et mon orgueil. Qu'il le sache d'une façon si vilaine. Par vous. Vous m'exposeriez aux plus grands ennuis. J'aimerais ça que tu nous parles de l'écriture de John Steinbeck, c'est-à-dire comment il a construit son récit, c'est quoi les qualités des souris et des hommes. John Steinbeck, quand il écrit, il a des modes narratifs réalistes très droits. Ses descriptions sont toujours très claires, ses descriptions sont toujours très justes et point trop n'en faut. Hein? Il ne va pas s'étaler et faire des tergiversations. Il est objectif. Économe et efficace dans ses descriptions. Tout à fait. Okay. Et de notre côté, parfois, ces descriptions appellent le symbolisme. C'est-à-dire que, oups, tout à coup, on a des accents poétiques qui font que on se retrouve avec la description d'une atmosphère, d'une couleur, d'un état d'esprit. C'est ce qui a fait, en fait, que quand on s'est mis à lire Steinbeck, on s'est demandé, est-ce que le personnage de tous les romans de John Steinbeck, en fait, ça serait pas la Californie? Oh! Oui, parce qu'il l'a décrite d'une façon absolument magistrale, avec peu de mots, mais une efficacité redoutable. Puis c'est drôle, hein, parce que j'ai l'impression que je suis pas la seule à le penser, même si on l'a pas tous nommé de cette manière-là, parce que un des points communs des adaptations cinématographiques, théâtrales et autres des œuvres de John Steinbeck, et plus particulièrement de Des souris et des hommes, c'est le fait qu'il a donné tout ce qu'il fallait aux adaptateurs pour les décrire, les porter à l'écran, les porter à la scène. On a l'impression que c'est pas une description qu'on est en train de lire, c'est une didascalie. Donc, c'est pour ça, à ton avis, que ce récit-là a été adapté sous plusieurs formes. Ah oui, clairement. Je crois que c'est une œuvre universelle. Ça, j'en suis convaincue, de par ses thèmes, mais aussi de par sa porosité à toutes sortes de lectures. Et je pense qu'elle a ce génie de l'adaptation-là. Elle porte ça dans son ADN. C'est quoi notre rapport avec le théâtre américain, nous, les Québécois? Très longtemps, on a pensé qu'en fait, on était les fiers descendants de la culture française parce qu'on partageait une langue. Donc, on a longtemps cru que nous, on était les enfants de Molière, qu'on était les enfants de Racine. Mais ça demeure que la culture européenne, ce n'est pas notre culture au Québec. Nous sommes des Américains qui ont cette particularité au Québec de parler français. Alors oui, on se retrouve dans la langue française, mais on se trouve encore plus dans les récits de l'américanité. Et veux pas, tous les romans de Steinbeck racontent un petit peu cette américanité-là. Donc, en ce sens-là, on a comme une fratrie naturelle qui nous porte à aimer William Faulkner, qui nous porte à aimer John Steinbeck, à aimer Ernest Hemingway, parce qu'ils ont cette dimension-là du récit de l'américanité. Maryse, tu savais que ça allait être fait pour une caméra? C'est quoi la particularité?
Qu'est-ce que tu t'es permis comme metteur en scène? Bien, ça m'a donné des possibilités nouvelles. J'aime bien plonger dans des choses nouvelles, comme par exemple, j'utilise une miniature. Puis ça, au théâtre, c'est des fois un peu compliqué à faire parce que, bon, il faut l'installer. On se demande toujours si le public va voir ce qu'on a créé. Il faut pas que les gens soient trop loin, mais avec la caméra, ça nous rapproche. Puis on a aussi, je pouvais aussi utiliser des plans aériens ou des angles on n'utilise pas normalement au théâtre. Comment tu diriges tes comédiens quand c'est pour la caméra qui parfois est très, très près? Ça m'a sorti de ma zone de confort et eux aussi. Mais c'était intéressant. Puis avec Catherine, qui est la réalisatrice, on a dû vraiment revenir vers quelque chose de très intime et de très, très... Bien, c'est toujours très vrai au théâtre aussi, mais c'est ça, on se rapproche. Le spectateur est vraiment devant nous. Avec nous. Avec nous. When the clock hits June, we'll say our goodbyes, 'cause I'll be leaving without any ties. I don't know when I'll be back. Gotta find my way, gonna chase my path. I'm gonna set myself free. Win back the days that I've wasted. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste assis. T'as vu ce que j'ai fait? Ouais. T'as apporté une valise. Tu diras rien, hein? Faut pas que je te parle, toi, Georges. Il me l'a dit. C'est quoi ça? Rien. Je vais pas te parler, Georges l'a dit. T'as pas à avoir peur. Les gars font un tournoi de fer dehors, puis ils ont parié de l'argent. Fait qu'ils vont pas arrêter tout de suite. Je suis pas supposé. C'est quoi? Juste mon petit chien. Juste mon beau petit chien. Es-tu mort? Il était tellement petit. Moi, je faisais juste jouer avec lui. Puis là, il a fait comme si elle allait mordre, puis moi, j'ai fait comme si j'allais le taper, ou je l'ai fait. Puis là, il était mort. C'est juste un chien bâtard, là. Il y en a partout. C'est pas ça. Genre, je vais être fâché. Peut-être qu'il me laissera plus m'occuper de ce qu'il a dit que je pourrais m'occuper. Fais-toi-en pas. On va t'avoir une petite maison. Moi, demain, je serai plus là. C'est fini. Je me laisserai plus marcher ses pieds. Puis on va avoir des framboisiers. J'étais pas supposée vivre comme ça. Quand j'habitais à Salinas, il y a un show qui est arrivé en ville. Hey, un des gars qui jouait dedans, il m'a dit que je pourrais partir avec eux. Ma mère, elle voulait pas parce que j'avais juste 15 ans. Il y a une autre fois, j'ai rencontré un gars qui travaillait dans le cinéma. Il m'a dit que il me ferait jouer dans des films. Il disait que j'étais unnatural, que bientôt il allait retourner à Hollywood puis qu'il allait m'écrire. J'ai jamais eu la lettre. Je pense que ma vieille mère me l'a volée. J'allais pas rester dans une maison où on vole mes lettres. Fait que j'ai épousé Curly.
J'espère, Georges, ne sera pas fâché à cause du petit chien. J'ai jamais compté ça à personne avant. Peut-être que je devrais pas. Je l'aime pas, Curly. C'est pas un bon gars. Hier, lui et son vieux, ils m'ont tombé dessus. J'ai pas à vivre ça! Dis-le pas à personne, OK, avant que je disparaisse. Je vais partir dans la nuit, là. Puis je vais faire du pouce jusqu'à Hollywood. Puis je vais jouer dans des films. Puis je vais avoir des beaux vêtements comme ceux qu'ils portent là-bas. Parce que je suis une natural. Nous aussi, on va partir bientôt d'ici. C'est pas une bonne place. Évidemment, ma mère me parlera plus jamais. Elle va penser que je suis pas respectable. Ben, on n'a jamais été des gens respectables, même si elle a toujours essayé de le cacher. Mon père, c'est un ivrogne. Ça y est! Je l'ai dit! Je l'ai dit! Georges Fumon est allé faire Sacramento. Ben, je suis tombé dans la rivière, puis Georges m'a sorti de là, puis il m'a sauvé, puis après, on est allé à la foire. Il y avait toutes sortes de choses là-bas. J'ai vu des lapins à poils longs. Mon père, il se battait tout le temps avec ma mère. Et une nuit, il est venu dans ma chambre, puis il m'a dit « Je suis plus capable. Toi, mon sang va. » Il devait être sous. Je me rappelle de marcher sur la route en pleine nuit. J'étais toute endormie. On va vivre ensemble, que tu sais. Sauf que le lendemain matin, ils nous ont retrouvés. Puis ils l'ont mis en prison. Puis il est mort pas longtemps après. J'aurais aimé ça qu'on fasse un bout de chemin, lui puis moi. Peut-être que si je me débarrasse du petit chien, Georges s'en rendra jamais compte. Puis peut-être que je pourrais m'occuper des lapins. Tu penses-tu à autre chose que des lapins, toi, des fois? Pourquoi tu les aimes tant que ça? J'aime ça flatter les belles choses. Même les souris. Mais juste quand je peux pas trouver mieux. Moi, je pense que t'es fou. Non, je suis pas fou. Genre, je dis, je suis pas fou. J'aime ça. Flatter les belles choses avec mes doigts. Les choses douces. Hey. Tout le monde aime ça. Moi, j'aime toucher la soie, le velours. Moi aussi. Maudit. Hey, j'en avais avant. Il y a une madame qui m'en avait donné, puis cette madame-là, c'est ma tante, là. Elle m'avait donné un bout de si gros de même. Hey, j'aimerais ça l'avoir avec moi. Je l'ai perdu. T'es fou. Mais t'es un bon gars. Comme un gros bébé. Je comprends ce que tu veux dire, hein? Quand je me brosse les cheveux, des fois, je reste assise comme ça. À les flatter, c'est tellement doux. Ceux de curly, c'est des fils de fer. Touche? Touche, là? Regarde comme c'est doux.
Ah, défais-les pas, là. Hey, c'est doux. C'est vraiment doux. Tu vas les défaire. Arrête, Lenny. Tu vas toutes les défaire. Arrête! Lâche! Lâche! Lâche-moi! Lâche-moi! Non, fais pas ça, s'il te plaît. Georges, il va être fâché. Arrête ça, s'il te plaît. Georges, il va dire que j'ai fait quelque chose de mal. Arrête ça! Je veux pas que tu cries! Tu vas me mettre dans le trouble comme Georges a dit que tu ferais! Arrête de crier! Arrête de crier! Je veux pas te faire de mal. Mais Georges, il va être fâché si tu cries. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai encore fait quelque chose de mal. J'ai fait quelque chose de mal. Oh, Georges, il va être fâché. Puis il a dit de me cacher dans les broussailles jusqu'à temps qu'il arrive. Dans les broussailles. C'est ça qu'il a dit. Georges, raconte-moi, ça va être comment? On va s'acheter une petite maison. On va s'acheter une petite maison. Puis on va avoir une vache. Peut-être un cochon, puis des poules. Oui. Puis de la luzerne Pour les lapins. pour les lapins. Puis c'est moi qui vais s'occuper des lapins. C'est toi qui s'occupe des lapins. Tout ça, là, ça va être à nous autres, puis on va être bien. C'est ça. Ça va être merveilleux là-bas. Personne ne fera plus jamais de mal à personne. Ça va être merveilleux. I never felt like I belong. Gotta feel my roots, tell me carry on. I don't know when I'll be back. Gotta find my way, gonna trace my path. I'm gonna set myself free. Win back the days that I've wasted. Oh, I plan to drive